Bonjour. Alors, on a pris un petit peu l'habitude depuis cette phase de confinement de questionner quelques acteurs importants de la discipline concernant cette phase de confinement. On a eu Thierry Tribala qui nous a éclairé notamment sur son regard empli de philosophie, notamment. C'était extrêmement intéressant. On a eu Nicolas Mascret qui est intervenu autour de la gestion de la motivation, du stress, de l'acceptation des technologies. Extrêmement important aussi, extrêmement intéressant et avec beaucoup de réponses derrière. Hein. Il y avait pas mal de questionnements. Aujourd'hui, l'AEPS de Lille a souhaité dialoguer avec un groupe que vous connaissez ou que vous méconnaissez, que vous utilisez sans peut-être le connaître. C'est aussi l'intérêt de la prestation d'aujourd'hui. C'est EPS Mania. Donc, avec Thierry, on était à Saint-Omer. Avec Nicolas, on était à Marseille. Là, on passe on passe en Mondovision carrément. On va aller de Valenciennes en passant par la Chine et l'autre hémisphère. Donc, ça va vraiment être génial. EPS Mania, ce n'est pas qu'une seule personne, ce n'est pas qu'une seule entité, ils vont se présenter et on vous propose 3 temps. Dans un premier temps, on va évoquer justement la structure en termes d'effectifs, en termes aussi peut-être de voir quelles sont les personnes qui déposent, qui font des propositions. Les effectifs, ça sous-entend aussi peut-être des catégories d'âge, ça sous-entend aussi qu'on va évoquer aussi le type de document qui est proposé par les collègues et la manière avec laquelle ça peut être régulé, et ça doit être régulé, ce qui est quand même quelque chose qui va être extrêmement considérable au fur et à mesure de l'évolution de votre structure. Dans un deuxième temps, on parlera davantage sur la manière avec laquelle vous, en tant que prof, en tant que personne et en tant que membre de PS Mania, vous avez vécu confinement et cette phase de déconfinement. Et dans un troisième temps, on reviendra davantage sur vos perspectives et sur aussi éventuellement comment je vais dire, les difficultés que vous avez pu rencontrer avec les propositions des collègues qui vous ont sollicité. Donc d'avance, et je pense que j'aurai l'occasion de le répéter, mais d'avance, un grand merci pour votre disponibilité et pour votre enthousiasme, parce que PS Mania témoigne un petit peu aussi de la diversité, de la richesse des productions des collègues. On est une discipline qui est vraiment foisonnante. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Hein. Attention, hein, c'est pas ça le problème. Mais cette notion de bricolage au sens très noble du terme, la situation actuelle nous l'oblige et vos dispositifs nous permettent d'avoir un beau reflet de la discipline aussi. Donc, je vous laisse la parole sur cette première partie de présentation, un petit peu l'historique, d'où vous est venue cette volonté un petit peu de EPS Mania. Je vous écoute. Déjà, tout d'abord, merci. Merci de nous donner la parole. Je vais commencer par une petite présentation déjà du groupe, comment on en est arrivé à le créer. Donc, déjà, voilà, moi, c'est Christophe Fontas. J'ai travaillé pas mal d'années sur l'Académie de Lille. Voilà, les 10 dernières années, j'étais sur l'Académie de Lille avant de partir à l'étranger. Et ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne sur Sydney. Et en fait, le départ s'est très bien passé, hein, il n'y avait pas eu de problème, ça se passe toujours très bien. Sauf qu'au bout d'un an, j'ai eu un petit manque qui est vraiment le contact des collègues. Voilà, je faisais partie de certains groupes sur le numérique principalement, sur le travail de compétences aussi. Et je participais un petit peu à la formation pour l'agrégation interne. Et partir à l'étranger, c'est un nouveau challenge, mais sauf qu'à un moment donné, on a coupé un petit peu le lien et je ressentais le besoin voilà, de garder ce contact avec la France, avec les collègues, et notamment en termes de formation. Être toujours à la page, suivre l'actualité et pouvoir échanger plus facilement. Donc, en fait, en septembre 2017, j'ai créé le groupe. Et en fait, il est parti d'une idée au départ. Voilà, c'était pour garder le contact avec les autres et présenter un petit peu les outils pour discuter un petit peu autour des outils que je crée, notamment sur les questions plutôt numériques. Voilà, donc on est parti de là. Et petit à petit, à partir de ce que je pouvais présenter, il y a eu de fil en aiguille, des collègues ont également participé. Et on s'est bien pris au jeu, ce qui fait qu'en fait le groupe a assez rapidement grossi. Et on est arrivé
en fait, à grandir petit à petit et à avoir après une équipe plus importante de modération. Ça commence avec la première étape, qui a été du coup l'arrivée de Lucie. Lucie est arrivée en 2019. Donc, sur toute cette première période, j'étais le seul modérateur du groupe. Et après, il y a eu Lucie qui est arrivée en 2019. Donc là, je vais laisser un petit peu Lucie déjà se présenter et expliquer voilà, qui elle est. Alors, moi, c'est Lucie Dalle. Je suis du coup enseignante à la faculté de Valenciennes, anciennement en REP. J'enseignais avant en REP+, sur le secteur valenciennois. Donc, j'ai commencé à échanger avec Christophe en 2017 et pas en 2019. Très rapidement, alors on s'est connus via les réseaux sociaux, Twitter, avec cette volonté commune d'être dans le partage de nos ressources. C'est ça qui fait qu'on a été très vite en contact et qui m'a sollicité justement pour le rejoindre en modération quelques mois après la création du groupe. Donc on a fonctionné pendant 2 ans à deux, à faire cette modération qui était pratique avec nos 2 hémisphères. Hein. Donc on gérait chacun de notre côté, mais toujours en étant en communication à distance. Et en novembre 2019, on a atteint les 4000 membres, ce qui nous a poussé tous les deux à se demander comment gérer cette augmentation des membres. Et on a soumis l'idée d'augmenter le nombre de modérateurs à 4, ce qui fait qu'on a du coup ajouté Simon et Brenda à ce moment-là. Et donc, ils vont pouvoir se présenter. Et enchantée. Donc, moi, c'est Brenda Di Crescenzo. J'enseigne en collège REP+, dans le 93. Et donc, comme le disait Lucie, je suis arrivée avec Simon au bout des 4000 membres sur une proposition de Christophe. Je laisse Simon se présenter du coup. Donc, Simon Desvar, tout comme Brenda, j'ai été recrutée en novembre 2019 dans l'équipe de modération. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis TZR pour l'Académie de Versailles. Et j'ai découvert le groupe grâce à Johan Tomatower parce que je cherchais à proposer un outil numérique en fait, sur la NBA. Je ne comprenais pas trop comment contacter les bonnes personnes pour avoir un avis. Et il m'a conseillé EPS Mania. Et en fait, de fil en aiguille, sur le groupe, je voyais plein de questions d'étudiants que j'essayais de conseiller avec ce que je pouvais. Et petit à petit, je crois que Christophe m'a remarqué, m'a proposé, et puis j'ai rejoint cette superbe équipe de modération. Du coup, on était parti pour l'aventure à 4 jusqu'à il y a à peu près 2 semaines. Et là, en fait, on a franchi la barre des 8000 membres. Et on s'est dit, bon, on est 4, est-ce qu'on ne devrait pas prendre 2 personnes de plus? Et puis, donc, on y a réfléchi ensemble, à nous 4. Christophe nous a demandé qui est-ce qu'on pressentirait. Et puis, c'est là qu'en fait, on a proposé Tatiana et Philibert. Philibert parce que il est, on va dire, assez complet. Il est à Shanghai, en Chine. Il a une expérience qui est très intéressante dans le sens où il a été formé en Belgique et en même temps, il a été aussi en Angleterre. Enfin bref, il a connu en tout cas il a une EPS, une vision de l'EPS qui nous paraît intéressante. Il paraissait être un fervent défenseur de l'EPS française à l'étranger. Donc, on s'est dit, c'est le profil qu'il nous faut pour compléter notre équipe. Je laisse Simon pour… Tatiana, que j'ai rencontrée en fait quand elle passait le CAPEPS. Donc, il y avait Christophe qui avait mis en place le système de mentorat. Alors, je ne sais pas si c'est en fait sur tous les groupes Facebook, mais en tout cas, sur celui-là, il y était. Et du coup, je m'étais proposé pour aider ceux qui passaient le CAPEPS à ce moment-là. Et donc, Tatiana était venue. On a beaucoup discuté sur cette année-là. On a échangé et elle s'est révélée beaucoup plus dynamique et incroyablement motivée dans cette année-là. Et voilà, on a toujours gardé contact. On crée des choses en même temps ensemble. On découvre GlideApp en même temps. Donc voilà, je l'ai proposé à l'équipe de modération parce que je suis persuadé qu'elle fait un très bon boulot. Et c'est le cas. Donc c'est génial. Donc Tatiana, voilà, concrètement, on en est à 9400 membres. D'accord. D'ici la fin du mois, on espère les 10 000 membres.
D'accord. Voilà. Là, tu évoques les membres présents sur Facebook, essentiellement. Oui, D'accord. les membres qui sont abonnés au groupe. D'accord. La répartition dans ces effectifs, combien vous avez de personnes qui sont plutôt des étudiants, plutôt des professeurs en établissement, plutôt des formateurs, plutôt, tu sais, les agrégatifs, ceux qui préparent les concours. Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une petite répartition de vos effectifs? Alors, on avait fait un sondage dernièrement. On avait, bon, sur la quantité de personnes qui avaient répondu, hein, mais en termes de proportion, on avait principalement des personnels certifiés, déjà professeurs d'EPS, qui ont rejoint le groupe. Et après, effectivement, on a également de nombreux étudiants, mais alors sous différents formats, hein, vu que bon, il se trouve que voilà, il peut y avoir différentes possibilités, mais c'est assez proche en termes de niveau, hein. Voilà, on a beaucoup d'enseignants et ensuite d'étudiants. Après, on a quelques profils qui sont un petit peu autres. On a vu également des professeurs qui intervenaient pour la mairie de Paris dans des écoles. On a des maîtres de conférences. On en a aussi, des professeurs d'université. Enfin, c'est assez hétéroclite. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait, on a des vacataires, c'est ce qui fait vraiment la force du groupe, c'est que ça ne fait que représenter la profession, en fait. Et les On a aussi quelques journalistes qui se glissent dans le groupe parfois, dont on apprend plus tard qu'ils sont là. Oui. Et une population qui travaille en collège, en lycée pro, c'est très varié ou vous avez constaté une tendance assez forte? Non, c'est très varié en fait. C'est vraiment. On a eu des discussions, quel que soit le sujet, sur le collège, sur l'évaluation au collège, le travail par compétences. On a eu la même chose après quand il y a eu les changements au niveau du lycée sur les nouveaux bacs, que ce soit le lycée général et technique, le lycée professionnel. Enfin, voilà, je pense on a un panel qui est similaire à la profession. Voilà, on a environ 10 000 membres et qui est à peu près composé de la même façon, je pense. Des collègues du primaire aussi? Oui. On en a un peu, ouais. Il y en a certains. D'accord. Voilà. Ça D'accord. représente une infime partie. Oui, d'accord. Ok. On va aborder, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais la gestion de la modération. Comment se passe cette modération? Parce que vous recevez par jour un nombre qui doit être assez conséquent. Alors, peut-être pas par jour, mais au moins par semaine, un nombre assez conséquent de production. Comment vous gérez votre modération? Alors, on a déjà… oui, Brenda, vas-y. Non, je disais que je pense qu'on est un peu tous responsables en fait de l'ensemble de la modération, que ce soit dans le fait d'accepter les différents profils, regarder les publications, etc. Et puis après, depuis qu'on a l'arrivée notamment de Tatiana, elle a encore plus mis la pédale d'accélération et du coup, elle est vraiment très, très forte dans la modération des publications au quotidien, notamment pour pouvoir les préciser en fait et faciliter leur recherche et leur lecture. C'est peut-être la jeunesse qui fait ça, où je suis souvent sur le téléphone, donc c'est plus pratique. Non, ensuite, on a 3 fuseaux différents. On a 3 fuseaux, donc ça nous permet quand même de contrôler très régulièrement. C'était vraiment le but aussi dans l'équipe, qu'on puisse avoir cette capacité-là. On a une charte qui est très claire. On refuse systématiquement tout ce qui va être payant. Voilà, on veut du partage gratuit, qui est une politesse, on supprime. Dans l'équipe, on a certains qui jouent un peu plus le rôle du méchant et d'autres un peu plus gentils. Voilà. C'est Lucie qui sourit, hein, mais c'est notre championne de suppression des postes. Voilà, on supprime ce que vous n'osez pas supprimer. Plus sérieusement, c'est un gros boulot, Lucie, ou c'est vraiment très ponctuel et ça dépend de certaines personnes ou... Non, il faut être quand même assez souvent dessus. Enfin, moi, je sais que en ce moment, en journée, je suis quand même assez prise avec la continuité et la formation CAPEPS, donc je me remets tous les soirs dessus à remonter tout le fil. Et ce qui ne respecte pas les règles ou le cadre qu'on essaye d'imposer, voilà, je fais la suppression en essayant d'expliquer, parce que quand on supprime, on peut mettre une petite note.
donc en essayant d'expliquer le pourquoi ça n'a pas sa place au sein de notre groupe. Alors c'est vrai que là, avec le confinement, on a vraiment, on a quoi, 400 membres, Christophe, par semaine, ce qui est énorme. Tous les jours, il faut accepter. Donc il faut savoir que pour entrer dans le groupe, si des personnes répondent aux 3 questions, elles sont automatiquement acceptées. Malgré ça, on a quand même 40 ou 50 personnes à modérer chaque jour qui ne répondent pas aux questions. Donc, bon, voilà, c'est quand même un travail assez conséquent sur la modération, mais c'est obligatoire si on veut que ça continue de respecter ce qu'on cherche dans le groupe. Sinon, ça risque de déborder. Combien vous avez, quelle répartition vous avez entre les personnes qui viennent pour consulter, je vais peut-être même dire consommer éventuellement, et les personnes qui viennent vraiment pour partager leur expérience ou leurs propositions? Combien vous arrivez à faire la part entre le simple consommateur? Moi, personnellement, je n'ai pas déposé de choses, je consulte, je consomme peut-être éventuellement, et au contraire, la part non pas des uniquement sympathisants, mais vraiment des personnes qui se présentent. Phil, tu veux dire quelque Ouais, chose? je pense que j'en ai fait partie aussi. Voilà, moi j'ai découvert EPS Mania en arrivant en Chine il y a 2 ans, et ça m'a permis de garder un lien justement avec cette éducation française de l'EPS. Et j'ai été aussi consommateur. Moi aussi, j'ai commencé par voilà, regarder les posts, voir un peu ce qui m'intéressait. Et avant de moi-même proposer une forme de pratique ou de partager sur le groupe, il m'a fallu un certain temps d'adaptation. Il m'a fallu voilà, ce temps peut-être de prendre confiance en moi et de voir un petit peu ce qu'attendait le groupe, de voir un peu quels étaient les partages qui étaient faits sur ce groupe-là. Et je pense qu'il est normal que quand on se joint à EPS Mania, qu'on ne propose pas d'emblée, qu'on prenne un peu la température et qu'on voit ce qui est intéressant et ce qui intéresse voilà, les gens aussi sur EPS Mania. Moi, Oui, je suis assez Tatiana. d'accord avec Phil. Moi, j'étais étudiante en STAPS quand j'ai intégré EPS Mania. Et donc, je préparais le CAPEPS, comme Simon l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, j'étais une pure consommatrice finalement au début de ce groupe. Je m'inspirais de ce qui se faisait sur le terrain, du moins j'essayais. Et c'est vrai que je ne proposais rien, n'ayant pas beaucoup d'expérience derrière moi. Je me voyais mal produire quelque chose sur le groupe. Et finalement, plus on avance et plus tout le monde partage. Et c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup plus partagé. Maintenant que je suis en enseignement, c'est aussi plus facile. Mais je pense qu'il y a une étape dans les membres où on est plutôt consommateur. Et après, plus tard, je pense que chacun partagera son expérience et ses activités avec les élèves. Christophe? Je pense qu'on ne se pose pas la question en ces termes, en fait, consommateur ou pas consommateur. On a dans l'idée, et on le sait, oui, qu'il y en a qui faut prendre, c'est certain, mais on a un exemple concret qui a été des productions de guides, des applications qui nous permettent voilà, de partager du contenu avec des élèves notamment. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on réussissait à les partager, on a des collègues qui les reprenaient, mais qui les amélioraient et qui les repartageaient. Et ainsi de suite. Et en fait, c'était à partir du moment où on avait déjà produit quelque chose, il est complètement compréhensible que pour certains, partir de rien, c'est très compliqué. Et voilà, pour éviter cette frustration, le principe de départ du groupe était vraiment on partage, on partage, on partage, on partage, et on verra plus tard. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est à partir du moment où on a vraiment partagé, sans réfléchir à se dire, bon, là, il y en a peut-être qui vont prendre beaucoup, mais qui ne vont pas donner, on s'est plutôt dit, il y en a peut-être qui vont le prendre et qui vont partager leur tour. Et je pense vraiment qu'on s'inscrit complètement dans cette démarche-là. On ne va pas parler de consommation, il y en a. Voilà. Mais on est bien plus intéressé par la grande majorité de collègues qui ont réussi à reprendre des travaux et à les faire adapter pour avoir un produit fini qui est nettement plus intéressant que ce qu'il était au départ. Alors, si on avait voulu garder notre travail, on n'aurait pas eu toute cette émulation qui a pu se faire. Ok.